Bonsoir, buenas noches, bienvenue à Mexico pour ce numéro exceptionnel des Racines et des Ailes. Le Mexique, c'est plus de 110 millions d'habitants, un pays grand comme 4 fois la France, un pays riche de ses racines indiennes et de sa culture espagnole. Ce métissage constitue d'ailleurs aujourd'hui l'identité mexicaine. Et c'est ici le berceau de Mexico, c'est le Zócalo, c'est l'une des plus grandes places du monde. Elle est vraiment impressionnante par ses dimensions. C'est ce lieu que les Aztèques avaient choisi pour fonder leur empire. Pour eux, ici, c'était tout simplement le centre de l'univers. Aujourd'hui, la cathédrale de Mexico, avec sa façade baroque tout en mouvement, avec ses dômes en forme de cloche, domine majestueusement le Zócalo. Cette esplanade est bordée de somptueux édifices. Juste à côté de la cathédrale se trouve le Palacio Nacional, l'ancienne résidence des vice-rois d'Espagne. Il abrite notamment les remarquables fresques du peintre muraliste Diego Rivera que vous verrez tout à l'heure. Elles résument à elles seules l'histoire du Mexique. C'est justement cette fantastique épopée que nous allons vous faire revivre grâce à des images de synthèse inédites reconstituant les grands temples, les grandes pyramides, grâce surtout à des archéologues, des historiens passionnants. Ils sont mexicains et français. Nous les avons suivis dans leurs investigations pour percer les mystères de ces civilisations disparues, qu'elles soient mayas, aztèques ou d'autres beaucoup moins connues. Voici Trésor du Mexique, un film réalisé par Reynaldo Merien. Je vous retrouve juste après, ici même, sur le Zócalo de Mexico. À tout à l'heure. Le Mexique est le berceau de civilisation parmi les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. Au cœur de la forêt se cachent encore de nombreuses cités que l'on croyait oubliées. Des équipes françaises participent aujourd'hui à la redécouverte de ce patrimoine. C'est la structure emblématique de Riobec, trouvée au début du XXe siècle et perdue ensuite pendant 60 ans. Le Mexique, ce sont des traditions ancestrales. Incroyable, je sais pas comment ils font pour jouer, pas se brûler. Des secrets enfouis depuis des millénaires, dont certains s'apprêtent aujourd'hui à ressurgir du passé. Nous avons la certitude que personne n'est entré dans ce lieu depuis au moins 1800 ans, quasiment 2000 ans. Le Mexique, c'est aussi la rencontre entre deux cultures. En 1519, les cavaliers espagnols arrivent dans ce nouveau monde. C'est l'animal de la conquête par excellence, puis aussi l'animal introduit. Donc c'est l'animal de l'aristocratie. Seuls les Espagnols à l'origine peuvent monter à cheval. Conquête d'un territoire et installation d'une colonie, la Nouvelle-Espagne. La Nouvelle-Espagne transforme radicalement le paysage mexicain. Les villes coloniales se développent et avec elles les somptueuses églises chargées d'apporter la nouvelle religion aux peuples indiens. Moi, je trouve que c'est un bijou, c'est un grand bijou architectural du XVIIIe siècle. Le Mexique, c'est enfin un style artistique éblouissant, le baroque. À travers lui, les Indiens vont exprimer la naissance d'une culture métissée. Ça représente un paradis de végétation, de pluie, d'abondance. Donc là, on pourrait dire qu'il s'éclate. Des pyramides monumentales, une cité légendaire. Nous sommes dans la péninsule du Yucatan, au cœur de la grande cité maya de Calakmul.
Pendant plus de 2000 ans, les Mayas ont rayonné sur le Mexique ancien. Un monde fascinant qu'explore l'archéologue français Dominique Michelet. Depuis une trentaine d'années, il cherche à percer les mystères des grands sites préhispaniques. Et pour lui, monter au sommet de cette pyramide, c'est faire un véritable voyage dans le temps. C'est exceptionnel là comme paysage. Oui, c'est tout à fait effectivement époustouflant, mais c'est faux, parce que c'est la forêt, c'était pas ça, c'était la ville. C'était une grande agglomération avec certainement nettement plus de 10 000 habitants et ça devait être très vivant avec des places partout, des grands espaces vides, tout d'ailleurs coloré en rouge et toute une activité permanente. Et donc là, aujourd'hui, c'est la forêt et très peu de monde, très peu de vie. Donc c'est une image un tout petit peu décalée quand même. La civilisation maya apparaît environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Architecture, sciences, astronomie, les Mayas ont développé un savoir exceptionnel. C'est aujourd'hui l'une des sociétés les plus étudiées du monde préhispanique. Mais dans l'histoire du Mexique ancien, les Mayas ne sont que l'une des pièces d'un puzzle considérable. Il y a eu énormément de civilisations, plus ou moins grandes, qui ont des points communs et des originalités, mais qui partagent des manières de vivre économiquement au jour le jour, des manières de penser, des manières de croire, des manières de célébrer et des manières de s'exprimer, mais chacun à sa façon. Pendant près de 30 siècles, ces sociétés se développent sans aucun contact avec le reste du monde. Mayas, Aztèques, Olmèques, une mosaïque de civilisations unies par un patrimoine culturel commun. À une cinquantaine de kilomètres de Mexico, Teotihuacan est l'une des plus brillantes. Teotihuacan, c'est le nom d'une civilisation, mais c'est aussi le nom de cette ville, fondée aux environs du 1er siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à sa chute 700 ans plus tard, c'est l'une des cités les plus influentes du Mexique ancien. Pourtant, elle sera en partie dévastée et presque totalement abandonnée en quelques années seulement. Pourquoi cette civilisation s'est-elle effondrée si brutalement? C'est la question que se posent aujourd'hui les archéologues qui fouillent le site. Au cœur de la cité, voici le temple du serpent à plumes. Symbole de vie et de fertilité, le serpent à plumes est l'une des plus importantes divinités du monde préhispanique. Depuis quelques mois, une extraordinaire découverte a placé ce lieu sous très haute surveillance. Devant le temple, un mystérieux puits a été mis au jour. L'archéologue Sergio Gomez est en charge de son exploration. Hola, hola. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Dominique. Aujourd'hui, Dominique Michelet vient se rendre compte par lui-même de l'ampleur de la découverte. Aquí ten cuidado porque es un tiro muy profundo, Sí, sí, muy claro. peligroso. Ajá. Entonces, lo que hemos estado... ¿Cuántos metros vas ahora? Ahorita hemos explorado solamente 9 metros. Es algo muy emocionante C'est para quelque chose de nosotros très émouvant porque pour nous,
Parce que nous avons la certitude que personne n'est entré dans ce lieu depuis près de 1800 ans, quasiment 2000 ans. Et pour nous, c'est une énorme opportunité pour comprendre de nombreux aspects de la pensée et de la religion des habitants de Teotihuacan. Sergio Gomez a découvert l'entrée de ce puits en 2003. Mais il a fallu 7 ans pour réunir les finances et les experts avant de pouvoir débuter l'exploration. ¡Qué frescura! Es un congelador aquí. Hace mucho menos calor que arriba. Depuis le début des fouilles, des milliers d'ornements et de pierres semi-précieuses ont été trouvés au fond du puits. Et ici, chaque jour amène de nouvelles découvertes. Este es otro fragmento de pizarra. De una cuenta. Una cuenta, plaquita. De una placa. Aquí, déjalo. Tenemos igual en ese mismo material, pero es un fragmento de disco. No sé si Sí, se ve, sí, se ve. Y es como nuevamente están apareciendo solitos. Pero también tenemos otros pequeños caracoles, claro. Otros de concha, claro. Probablemente estos de pizarra que a lo mejor iban pegados, pizarra, y algunos pequeños fragmentos de jade, que es muy importante. Ces milliers d'objets sont en fait des offrandes déposées ici il y a près de 2000 ans par les prêtres de Teotihuacan. Ça n'est pas un simple remblai qui est, je veux dire, c'est pas un dépotoir qu'on a jeté dedans, c'est du remblai qu'on apporte, un remblai mixte de sédiments et de pierre, auquel on mêle un certain nombre d'éléments qui sont là pour justement montrer que c'est quelque chose d'exceptionnel. Un lieu exceptionnel, car en réalité, ce puits masque l'entrée d'un tunnel. Et c'est ce tunnel que Sergio cherche à découvrir. Ahorita llevamos la profundidad hasta este nivel es 9 metros. 9, okay. Nos faltan 2 metros para localizar lo que sería el acceso que debe de estar hacia aquel lado. ¿Y el acceso tienes idea de su altura? Más o menos calculamos en como 3 o 4 metros de ancho. Y a la altura de piso a la bóveda son aproximadamente como 3 o 4 metros. Pour en être sûr, Sergio a eu recours à des scanners et des radars ultra perfectionnés. Les informations recueillies lui ont permis d'élaborer des hypothèses que nous avons reconstituées en images de synthèse. Au fond du puits, l'entrée du tunnel, bouchée par un mur de pierre. Passé ce mur, 48 mètres de galerie, puis un second obstacle qu'il faudra franchir avant d'atteindre une ou plusieurs chambres funéraires. Un lieu sacré situé précisément sous le temple du serpent à plumes. Nous pensons que les habitants de Teotihuacan ont déposé à l'intérieur les corps des dirigeants ou des prêtres qui étaient chargés du culte du serpent à plumes. C'est ce que nous espérons, mais nous ne pouvons pas être certains de ce que nous allons vraiment trouver ici. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Que gardait-il? On n'en sait rien, mais nous sommes quasiment sûrs de trouver une tombe très importante. Depuis qu'on connaît Teotihuacan et qu'on a commencé à travailler sur ce site-là, on s'est toujours posé le problème de savoir comment une cité de cette importance-là, pour son époque surtout, on parle des premiers siècles de notre ère, 25 km², plus de 100 000 habitants, il n'y a pas d'équivalent au Nouveau Monde. C'est une des 5-6 plus grandes villes du monde à l'époque. Et comment toute cette chose-là était dirigée, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de trancher, donc il y a quelque chose à trouver. D'ores et déjà, les connaissances acquises depuis un siècle nous permettent de mieux comprendre l'organisation de la ville. Une cité majestueuse, édifiée selon des règles d'urbanisation très strictes. Un axe nord-sud qui mène à la pyramide de la Lune. Un axe est-ouest qui place la pyramide du Soleil dans la course de l'astre suprême.
Les classes sociales supérieures habitent dans des palais, de grandes résidences où vivent plusieurs groupes d'une même famille. La maison s'organise autour du patio central, avec ses murs recouverts de grandes fresques. Une vie en apparence très ordonnée. Et pourtant, à la fin du VIe siècle, la cité est en proie à une vive agitation et sera bientôt ravagée par les flammes. À l'origine, l'accès des rues était très large, libre. Mais peu à peu, en raison de conflits sociaux, les habitants ont commencé à réduire et à fermer les accès de leur quartier. Non seulement cela, mais également à l'extrémité des rues. Ils ont commencé à construire de petits postes de vigilance. Ceci nous indique qu'il y a eu des problèmes sociaux très importants et l'insécurité semble être devenue une préoccupation majeure des habitants de Teotihuacan et de ses dirigeants. Dans les années précédant la chute de Teotihuacan, il y avait une grande disparité sociale. Les gens avec beaucoup de pouvoir et beaucoup de richesses obtenaient toujours plus de pouvoir et toujours plus de richesses, tandis que le niveau de vie du peuple allait en diminuant. Ceci a engendré de nombreux problèmes. Et si l'histoire doit servir à quelque chose, c'est à nous enseigner les erreurs du passé pour ne pas les reproduire. Au 7e siècle, l'élite de Teotihuacan est éliminée et la civilisation s'effondre. Les Aztèques la découvrent des centaines d'années plus tard. Ils en font un lieu mythique et s'en inspirent pour fonder leur propre capitale, Tenochtitlan, plus connue aujourd'hui sous le nom de Mexico. Hola, buenas tardes. Avec environ 20 millions d'habitants, Mexico est l'une des plus grandes agglomérations du monde. Pollution, surpopulation, insécurité, la ville n'a pas toujours bonne réputation. Pourtant, derrière les clichés, se cache une cité à l'histoire étonnante. Fondée par les Aztèques, Mexico a continué de se développer après l'arrivée des Espagnols. Le centre historique et son architecture coloniale témoignent de ce passé prestigieux. Et c'est ici, sur le Zócalo, la place centrale de Mexico, que tout a commencé. Le drapeau national est là pour le rappeler. Ce qui est absolument extraordinaire sur ce drapeau national, c'est qu'évidemment, il y a les trois couleurs, mais il y a au centre ce dessin qui représente l'aigle posé sur un figuier de Barbarie, lequel pousse sur un rocher qui est au milieu de l'eau. Le figuier de Barbarie poussant sur un rocher au milieu de l'eau, c'est le nom même de Tenochtitlan, c'est la traduction en glyphe du nom de l'ancienne capitale aztèque. Et en plus, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'aigle sur le figuier de Barbarie, c'est l'image de ce qui avait été prédit aux Aztèques pour désigner le lieu où ils devaient s'installer. Leur dieu Huitzilopochtli leur avait dit « Vous vous arrêterez dans votre grande pérégrination à l'endroit où vous verrez un aigle installé, posé sur un figuier de Barbarie, en train ou non de dévorer un serpent, ça c'est facultatif. » Et c'est exactement là où nous sommes, quoi, au cœur même de cette cité. Enfin, tout se rejoint, quoi. L'histoire est ininterrompue finalement. Une histoire qui débute il y a près de 700 ans. Les Aztèques sont alors un peuple nomade venu du nord du Mexique.
XIVe siècle, ils découvrent le site évoqué dans la prophétie. C'est un archipel du lac Texcoco. En quelques décennies, l'archipel devient une puissante capitale, Tenochtitlan, l'ancêtre de Mexico. Les Aztèques vont réussir à construire une ville sur les eaux du lac grâce à un extraordinaire procédé de construction, les chinampas. « 600 ans après, certaines de ces chinampas existent toujours. Nous sommes ici dans le quartier de Xochimilco, en plein cœur de Mexico. De aquí no se nota nada de la ciudad, ¿verdad? Casi No, se ve. no. Tiene uno la impresión de estar en el puro campo, Ándale en ¿verdad? el campo, sí, nada más. Sí. Sí, no. Vus du ciel, les chinampas apparaissent comme un écrin de verdure encerclé par la mégapole. Depuis 1987, le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un paysage un peu inattendu dans la région de Mexico. Oui, enfin c'est un paysage authentique, c'est un paysage original. C'est la ville qui a tout gommé, mais en réalité, tout le sud du bassin de Mexico, il y avait deux lacs qui étaient jointifs. Le lac de l'ouest, Xochimilco, où nous sommes, et le lac de l'est, le lac de Chalco. C'était deux grandes étendues d'eau. Et dans ces étendues d'eau, il y avait des canaux avec des zones de culture, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et tout ça, et effectivement, le paysage original au moment de l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, et déjà depuis au moins 200 ans. Les Aztèques réalisent les chinampas à partir des sédiments récupérés au fond du lac. Ce terreau fertile est placé sur un matelas flottant composé de branches et de feuillages. Avec le poids, l'ensemble s'enfonce dans l'eau. Il ne reste alors qu'à le fixer avec une série de pieux. Les racines des arbres plantés pour l'occasion font le reste. Ces terres agricoles représentaient la principale source d'alimentation de Tenochtitlan. Don Pascual est l'un des derniers cultivateurs de chinampas. Là, c'est votre chinampa. Oui, Oui. sí. Depuis combien de temps? Uy, ya desde- Oh, desde depuis niño, que je pero suis yo enfant. aquí siempre he trabajado. J'ai toujours travaillé ici. Sí, hace unos 50, Cela fait près 5 de años, 50, 60 ans. Sí. Aquí sembramos la verdura, sembramos Ici, nous flores, cultivons les légumes, les maíz, fleurs. elote. Nous cultivons le maïs, Allá dentro des hay céréales. pozole. Pues a Voilà eso ce que nos nous faisons dedicamos, ici. aquí en el campo. Et mes fils sont tous dans la vie active. Alors Dieu seul sait quelle fin auront ces chinampas. Porque, pues, nos vamos a morir. Parce que nous allons mourir et nous ne verrons pas ce qui va arriver à ces terrains. Préserver cet environnement fragile, c'est désormais l'un des grands enjeux de Mexico. Et justement, de l'autre côté des zones agricoles, les propriétaires de chinampas ont choisi de développer une toute autre activité. Ahí, perdón. Gracias. Promenade dominicale, fête d'anniversaire, chaque semaine, des milliers d'habitants de Mexico viennent profiter de ces canaux. À l'époque aztèque, les embouteillages devaient probablement ressembler à ça. C'est une utilisation de cette zone de la ville, évidemment, un tout petit peu différente de ce que c'était jadis. Mais c'est une bonne utilisation en même temps, je pense, parce que ça continue à faire vivre ce quartier. Et j'aurais tendance à penser que c'est la seule façon de sauver cette partie-là de l'ancienne ville. C'est le Mexique moderne, et donc, mais c'est un Mexique qui fait le pont avec l'ancien, donc c'est à prendre, je crois. C'est pas à laisser, c'est à prendre.
reconstituer en images de synthèse la ville telle que les Espagnols la découvrent en 1519. Une cité organisée autour du Templo Mayor, la Grande Pyramide, et de la place centrale. Cette place centrale, la voici aujourd'hui. Tous les édifices aztèques ont été rasés par les conquérants. Avec les pierres des pyramides, ils ont construit de nouveaux monuments, comme la cathédrale de Mexico. Mais alors que l'on croyait la cité aztèque entièrement disparue, en 1978, les vestiges du Templo Mayor ressurgissent du passé. C'est le début d'un chantier pharaonique confié à l'archéologue Eduardo Matos Moctezuma. Depuis plus de 30 ans, il supervise les recherches menées sur le Templo Mayor, des recherches qui se poursuivent encore aujourd'hui. Étant donné que les vestiges se trouvent généralement sous la grande ville actuelle de Mexico, ça a été une opportunité unique d'entreprendre des fouilles. Je pense que les informations recueillies ont permis aux chercheurs de mieux connaître et de mieux comprendre de nombreux aspects de la vie des Aztèques. Ironie de l'histoire, il a fallu raser tout un quartier de la ville fondée par les Espagnols pour retrouver la cité aztèque. Mais le résultat des fouilles est à la hauteur des espérances. Car ce que les archéologues découvrent, ce n'est pas une pyramide, mais les bases de 7 pyramides différentes qui semblent emboîtées les unes dans les autres. Il faudra plusieurs années de recherche pour en comprendre le principe. Les Aztèques, comme la plupart des civilisations préhispaniques, ne détruisent pas leurs pyramides. Lorsqu'ils souhaitent agrandir un édifice, ils utilisent l'ancien monument comme base et construisent la nouvelle pyramide par-dessus. Un système de construction qui rappelle le principe des poupées russes. Au Templo Mayor, 7 pyramides ont ainsi été édifiées par les Aztèques. Ça a un double avantage. Premièrement, on garde le caractère sacré, on ne rompt pas cette ambiance effectivement parfaitement religieuse, on ne désacralise rien, mais en même temps, c'est plus économique puisqu'on a tout le remblai, une grande partie du remblai de l'étape suivante. Donc on joue sur tous les tableaux. Le Templo Mayor, c'est le cœur de la vie religieuse dans la cité aztèque. Au sommet se trouve une pierre très particulière, une pierre sacrée. C'est ici, face à la foule rassemblée au pied de la pyramide, que se pratiquent les sacrifices humains. Lorsqu'un personnage était sacrifié en haut du temple, son corps était jeté dans les escaliers et tombé précisément sur cette sculpture qui représente la déesse démembrée, décapitée. On estime que plusieurs dizaines de milliers de guerriers ont été sacrifiés au cours des différentes inaugurations du Templo Mayor. Le sacrifice, c'est l'acte religieux par excellence, celui par lequel l'humanité, finalement, supplie les forces surnaturelles qui nous entourent et qui gouvernent le monde de leur permettre de survivre. Dans l'idéologie aztèque, le sacrifié est un individu qui est promis un au-delà tout à fait exceptionnel, qui n'a rien à voir avec l'au-delà de celui qui meurt sur sa natte. Les ennemis des Aztèques seront les premières victimes des sacrifices. Leurs ossements étaient exposés sur le Tzompantli, le mur des crânes. Une certaine forme de respect pour l'adversaire,
mais également une politique de la terreur qui a permis aux Aztèques d'instaurer le plus puissant empire du Mexique ancien. Jusqu'à la conquête espagnole, les Aztèques ont dominé tous les peuples du Mexique. Tous les peuples, ou presque, car une civilisation résistera toujours à leur soif de puissance. Nous partons dans l'ouest du pays, à proximité de la ville de Sacapú. Depuis 2008, l'archéologue français Grégory Pereira fouille un site archéologique attribué à une civilisation méconnue. Les Tarasques. Les Tarasques, ce sont les ennemis héréditaires des Aztèques. Si on en croit en fait les traditions orales qui ont été recueillies à l'époque de la conquête, les Aztèques auraient volé les vêtements des Tarasques au moment où ceux-ci se baignaient dans un lac. Les Tarasques se seraient retrouvés nus. Et on aurait beaucoup voulu aux Aztèques. Et voilà, ils auraient commencé à être comme ça ennemis. Au XIIIe siècle, les Tarasques s'installent dans cette région appelée Malpaís, le mauvais pays en espagnol. Un paysage lunaire, en réalité une coulée volcanique. C'est pourtant dans cet environnement hostile que les Tarasques choisissent de s'établir. Comme chaque matin depuis un mois, Grégory monte au sommet de cette coulée volcanique. Mais à cet instant, il est encore loin d'imaginer l'incroyable découverte qu'il va faire aujourd'hui. En plus de son équipe d'archéologues, il a fait appel à des habitants de la région. Ces hommes sont des descendants des Tarasques, le peuple qui vivait ici il y a près de 800 ans. Car au XIIIe siècle, à cet endroit, s'élevait une ville entière avec ses quartiers, ses rues et ses pyramides. Les recherches se concentrent sur un petit groupe d'habitations. 4 maisons à partir desquelles les archéologues tentent de comprendre la vie quotidienne et les pratiques des habitants. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? C'est une des questions à laquelle on essaie de répondre parce qu'effectivement, ils sont venus s'installer dans un des lieux les plus inhospitaliers de la région. Donc on essaie de comprendre pour quelles raisons ils se sont installés ici, comment ils ont pu vivre, parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de sol pour cultiver et donc c'est que par les recherches archéologiques qu'on arrivera peut-être à avoir plus d'informations, à en savoir plus. Autour de Grégory, une douzaine de scientifiques, et notamment l'archéologue Marion Forest. Cela fait 2 ans qu'elle se passionne pour la cité Tarasque. Un des problèmes principaux du site, c'est comment les gens qui habitaient ici stockaient leurs denrées alimentaires, par exemple, leurs ressources, parce que l'accès est difficile. Il fallait organiser la vie quotidienne et stocker des choses pour survivre. Donc on cherche ces espaces dans ces unités d'habitation. Pendant de nombreuses années, l'archéologie mexicaine a concentré ses efforts sur les civilisations aztèques et mayas. Les Tarasques ont tout simplement été mis de côté. Le travail des équipes françaises va permettre de redécouvrir une culture oubliée. Et justement, ce matin-là, Grégory fait une découverte intrigante.
Il a mis au jour une dalle à l'angle d'une maison. Après l'avoir dessinée, il veut maintenant savoir ce qu'elle cache. Je vais essayer de le lever sans... Il y a un récipient en céramique dont on voit ici la bordure. Je ne sais pas encore ce qu'il y a dessous. Alors, ça peut être juste une offrande, ça peut être le couvercle inversé d'une urne, et ça peut être l'offrande d'une urne funéraire. Qui serait en dessous? Qui serait éventuellement en dessous, oui. Sur les urnes qu'on a trouvées jusqu'à présent, toutes contenaient des restes d'enfants. Voilà, on va refermer pour l'instant parce qu'il va falloir qu'on s'organise. Grégory en est persuadé. Cette découverte pourrait apporter des informations capitales sur les rites des Tarasques. Dans 2 jours, le temps de procéder au relevé et de préparer le terrain, il saura enfin ce que contient l'urne mystérieuse. Mais la vie d'un chantier, ce sont aussi des moments de convivialité. Une pause qui commence par une drôle de récolte. C'est pour manger. C'est pour les comer. On peut le manger? Muy bueno. Oui, c'est très bon. Bueno, el nopal. C'est du nopal. C'est la nourriture des anciens. Sí, para comer. Oui, no tenían parce qu'ils nada n'avaient que rien à comer. manger. Et comment ça se mange? ¡Vénganse a comer! Sur le grill, tortillas, saucisses et bien entendu les feuilles de cactus. C'est pas impossible que ce soit un héritage des anciens habitants. Ils aient planté ces cactus pour subvenir aussi, compléter leur alimentation. Et c'est un aliment riche. Saint-Marion, c'est des petits moments privilégiés quand même. Ouais, c'est super sympa de faire ça tous ensemble. En plus, voilà, manger ce qu'on a, qu'on coupait sur le site. Moi, je ne m'aventurerais pas avec les épines de nopal. Non, c'est super sympa. Ils connaissent tous les coins du site, donc ils nous aident aussi, ils servent d'informateurs locaux. C'est des relais absolument indispensables à l'archéologie. Et puis, ils apprennent aussi qu'il y a une certaine manière de faire les choses dans l'archéologie. On apporte aussi du coup notre petit savoir-faire et pour eux c'est bien, je crois, et c'est une manière de sensibiliser tout le monde parce qu'on parle beaucoup ensuite entre eux quand ils rentrent chez eux. Donc tout le monde sait que les archéologues sont là et font les choses de cette manière-là. Donc oui, c'est bien. Et on passe de gens qui ne savent pas tellement ce qu'ils ont à côté de chez eux et à des gens qui sont sensibilisés à leur patrimoine et puis à la manière dont il faut le protéger aussi. C'est primordial. Hein. C'est important pour vous de travailler ici? Oui, surtout pour la reconnaissance de nos racines, de nos origines. Celle des Tarasques. Ils sont des nôtres. C'est très important. J'apprends beaucoup. Je travaille avec des archéologues depuis 1983 et j'ai beaucoup appris. Ça, c'est le steak chichimec. Le steak chichimec. C'est le bistec de la chichimec casera. De l'avocat, un zeste de citron, une sauce pimentée pour accompagner le tout, la recette idéale pour préparer ce véritable hot dog façon Tarasque. Deux jours se sont écoulés depuis la découverte du mystérieux récipient. Gracias. Il a été photographié, puis nettoyé, et Grégory s'apprête maintenant à en explorer le contenu.
comment ça se présente. C'est un moment délicat cette opération? Oui, c'est un moment délicat parce que effectivement, on ne sait pas dans quel état est la jarre à l'intérieur. Donc, il ne faudrait pas qu'en enlevant le couvercle, on ait des morceaux qui tombent à l'intérieur et qui aillent abîmer le contenu. Entonces, mira, lo que voy a hacer es que si te puedes poner acá y voy a levantar la tapadera, te la voy a pasar para evitar, bueno, por si hay una fractura aquí para que no se vaya para adentro. Près de 800 ans après avoir été scellée, la jarre livre enfin ses secrets. ¡Órale! No manches. Mira, está increíble. Míralo. Wow, está increíble. Qu'est-ce que c'est? C'est une sépulture d'enfant, mais d'une conservation. C'est un enfant. Et on n'en a pas eu d'aussi bien conservé. Hein. Le crâne est absolument intact. Il y a 3 récipients à l'intérieur. Waouh! Et là, la jarre est intacte. La jarre est intacte, ce qui expliquerait pourquoi la conservation est si bonne, parce que toutes les autres urnes qu'on a découvertes, la jarre était fracturée en bas, et donc il y a eu des infiltrations, des animaux qui ont pu pénétrer, etc. Alors que là, c'est un contexte complètement scellé, depuis l'époque où elle a été mise en place. T'as vu ça? Viens voir ça. Oh, mon Dieu. La vache, c'est... Oh là. C'est incroyable. T'as vu ça? Ah, j'ai jamais vu un truc pareil. Non, hein. non. J'ai jamais vu un truc pareil. Là, c'est vraiment... Et je pense que cette sépulture va nous aider à comprendre les autres au niveau de la position des ossements, parce que les autres étaient très abîmés. Donc on avait des portions seulement du squelette qui étaient conservées, on n'avait pas le crâne ou très peu d'éléments. Et cette sépulture va nous aider vraiment à reconstituer les pratiques funéraires des autres urnes. A ver, pasen a ver. Si. Ya lo he. Non, c'est génial parce qu'on a ce qui nous intéresse en archéologie, c'est la répétition. On ne cherche pas l'exceptionnel, on cherche la répétition. C'est-à-dire on cherche à retrouver les mentalités des gens. Pas ce qu'ils font forcément de manière anecdotique, mais ce qu'ils font, ce que leur culture les amène à faire de manière répétitive. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on commence à avoir, dans chaque maison, on a des urnes, on a des configurations, on va pouvoir à partir de là commencer à échafauder un peu des hypothèses, après qu'il faut vérifier, etc. Mais ça c'est ça qui est intéressant. Mucho cuidado. Enterrer les morts dans les maisons est un rite très répandu dans le monde préhispanique. Mais d'ordinaire, ce sont les chefs de lignage qui sont ainsi honorés. Sitôt la fouille terminée, Grégory tentera de comprendre pourquoi les Tarasques ont choisi de réserver cet honneur à leurs enfants. D'ici là, les archéologues vont mettre le contenu de l'urne à l'abri des pillages avant de quitter le site. Nous sommes à Tirindaro, un village voisin. Ici, la plupart des habitants sont des descendants directs de la civilisation tarasque. Ce soir, le village organise une partie de jeu de balle, l'une des plus anciennes traditions préhispaniques. Grégory et son équipe ont été invités à y assister.
Hola, Hermilo. ¿Cómo estás? Cela se transmet de génération en génération. Les joueurs se réunissent au sein de leur communauté et cela donne une appartenance et une identité aux familles qui vivent ici. Le jeu pratiqué par les Tarasques est spectaculaire. Les joueurs s'affrontent avec une balle enflammée, une tradition ancestrale que les plus jeunes tentent aujourd'hui de préserver. Le risque est omniprésent. Que l'on soit joueur ou public, il ne faut jamais quitter la balle des yeux. Très impressionnant, enfin, le son de la balle en feu, enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font pour jouer et pas se brûler. Mais bien plus qu'un simple divertissement, le jeu de balle est avant tout un rite pratiqué par toutes les civilisations préhispaniques. Comme le montre cette reconstitution, lors des échanges, les Mayas ne peuvent utiliser ni leurs pieds ni leurs mains. Le jeu symbolise l'affrontement des grandes forces qui gouvernent l'univers, le jour contre la nuit, la mort contre la vie. La partie se déroule sur un terrain spécialement aménagé pour l'occasion. Celui de Chichén Itzá, dans la péninsule du Yucatan, est le plus grand jamais réalisé. L'équipe gagnante est celle qui parvient à faire passer la balle à travers cet anneau. Un jeu rituel à l'issue fatale. Dans le monde maya, c'est par le sacrifice du capitaine vaincu que s'achève le jeu de balle. Honorer les grandes forces de l'univers, apprendre à les connaître, une préoccupation majeure à Chichén Itzá. Dans cette cité mythique, l'architecture est au service de la science et de la connaissance. L'observatoire en est une brillante illustration. C'est un bâtiment circulaire qui est plutôt lié à la mesure du temps plus qu'à l'observation des astres. C'est-à-dire que les fenêtres et les entrées sont percées de manière à ce que le soleil y pénètre à des jours précis de l'année. Et c'est une espèce de montre, d'horloge astronomique. C'est-à-dire que le temps est un élément divin, c'est un élément qui a été créé par les dieux et il faut essayer de le respecter le plus possible. Ces connaissances trouvent à Chichén Itzá des applications monumentales. Voici le Castillo, la Grande Pyramide. 365 marches, une représentation grandiose du calendrier solaire. Un savoir accumulé par les Mayas pendant plus de 2000 ans qui trouve son apogée ici même, à Chichén Itzá. On est encore loin d'avoir compris tout ce qui s'est passé ici à Chichén Itzá. Et, probablement plusieurs vies d'archéologues seront nécessaires pour percer les mystères de Chichén Itzá. Au sud de Chichén Itzá, nous retrouvons l'archéologue Dominique Michelet.
Depuis 10 ans, il explore l'un des sites les plus intrigants du monde maya. Pour y accéder, 1 heure de piste à travers une épaisse forêt. C'était une piste qui a été abandonnée depuis très longtemps. C'était un chemin forestier et ça fait 14 km, donc il a fallu le rouvrir. Et puis récemment, alors on a vu des félins pour la première fois. Ouais, on a vu un puma il n'y a pas très longtemps. Et Lorenzo a vu un jaguar jeudi dernier. Au bout de cette piste, la cité perdue de Riobec. Dominique lui a consacré 10 ans de sa vie. Et aujourd'hui, c'est l'une des dernières fois qu'il vient ici. Riobec, c'est une société maya originale qui a choisi de vivre à l'écart des grands centres urbains. Le site a été restauré par les équipes françaises et dans quelques jours, il sera officiellement remis aux autorités mexicaines. C'est la structure emblématique de Riobec, trouvée au début du XXe siècle, publiée dans une thèse en 1913 et perdue ensuite pendant 60 ans. Tout le monde a cherché à la retrouver et jusqu'à 1973, personne n'a remis la main dessus. Elle était isolée dans la forêt. Les gens sont passés certainement très près et ne l'ont pas revue. L'organisation de Riobec est très différente de tout ce que l'on connaît des grandes cités mayas. Ici, pas de pyramide, mais des décors en forme de pyramide. De faux escaliers qui conduisent à de faux temples auxquels personne ne peut accéder. Ce sont de riches agriculteurs mayas vivant dans ce que l'on appelle des groupes résidentiels. Chaque groupe accueille les membres d'une même famille, la plus grande maison étant réservée au chef de lignage. Quand on était chef de lignage, là, on avait une vue, on est beaucoup plus haut que tout le monde, on a une vue dominante et on peut vérifier ce que font les petits cousins là-bas, le gendre ici, et les serviteurs dans la dernière maison. Et à la limite, même regarder les plats qui se cuisinent dans la cuisine qui est ici. Les recherches de Dominique ont permis de révéler des informations étonnantes. Cette maison, par exemple, pour en connaître le propriétaire, il suffit d'en observer le décor. On voit ici des cabosses, le fruit dont on fait le cacao. Le cacao, c'est le végétal de référence. C'est ce dont on fait une boisson qui est la boisson des princes et la boisson des dieux. Et donc, exprimer ici, finalement, une plantation de cacao, c'est dire, attention, moi, je suis un personnage très important. Peut-être que je possède une plantation de cacao. Peut-être que, tout simplement, je suis admis à consommer le cacao parce que je suis noble et que je suis quelqu'un d'important. Riobec fait aujourd'hui la fierté du village voisin de 20 Noviembre. Il a été créé il y a une 50aine d'années pour accueillir une importante communauté maya. C'est là que les équipes françaises ont partagé avec la population 10 ans de découverte, qui s'achèvent aujourd'hui par l'inauguration d'un musée. Les archéologues qui ont dirigé le projet aux côtés de Dominique n'imaginent pas encore l'accueil qui va leur être réservé. Première grande émotion, le gouverneur de l'État du Campeche en personne a tenu à faire le déplacement. Dominique. Don Fernando, igual, muchas gracias por haber venido hasta acá. Gracias a usted. No, para todo, ¿no? Sí, pues me da mucho gusto verte por aquí. Hace casi 10 años inició un proyecto de trabajo y de restauración de uno de los elementos más trascendentes del patrimonio de nuestra cultura maya. Han ganado por sus aportaciones científicas el derecho de ser considerados hermanos nuestros
y desde luego pertenecientes a esta cultura de la que tanto nos sentimos profundamente orgullosos. Yo les pido de verdad que con un gran cariño le expresemos y le demos un gran aplauso a Dominique, a Charlotte, a ese gran equipo que tanto queremos. Bueno, entonces aquí tienes el espacio, 15 metros de largo por 5 de ancho. Autre temps fort, la visite du musée. Esto es la portada, ¿ves? Del 12 de junio del 70. Un événement qui offre l'occasion de célébrer 50 ans de collaboration archéologique entre la France et le Mexique. Il revient désormais aux habitants de 20 Noviembre de faire vivre l'incroyable héritage laissé par Riobec. Hasta pronto. Gracias. Je l'ai senti très ému tout de même. Oui, oui, on peut pas le cacher, non, c'est pas possible. Non, mais c'était une bonne chose. Bon, vous voilà, avez été, une étape c'est une page qui se tourne et puis il va falloir inventer d'autres choses là maintenant. Mais enfin, je crois qu'il y avait de bonnes conditions et réellement tout ce qu'on a pu faire ici méritait ce qu'on essaye de laisser. Voilà. L'héritage des civilisations préhispaniques est unique au monde. Elles ont inventé des formes d'organisation sociale et politique originales dont témoigne un exceptionnel patrimoine architectural. Sans aucun contact avec le vieux continent, elles ont créé une culture qui compte parmi les plus riches de l'histoire de l'humanité. Près de 3000 ans de civilisation qui vont pourtant être balayés en quelques années seulement. Au début du XVIe siècle, le monde préhispanique est parcouru de rumeurs inquiétantes. Des embarcations inconnues ont été aperçues le long des côtes. En 1519, 11 navires abordent le Mexique à proximité de l'actuelle Veracruz. À leur bord, des Espagnols. 600 hommes conduits par le capitaine Hernán Cortés. Ils cherchent une porte d'entrée qui leur permettra de pénétrer dans les terres. Ainsi débute la conquête du Mexique. Cette porte d'entrée, c'est la rivière Huitzilapan, un lieu bien connu de l'historienne Nadine Belligan. Depuis plus de 20 ans, elle étudie le passé colonial du pays. Ça devait être très impressionnant pour les Indiens de voir débarquer toute cette équipée. Ah oui, très très impressionnant. D'abord, ils n'avaient jamais vu d'embarcation aussi grande. Ce sont des caravelles ou des caracs qui quand même peuvent contenir une quarantaine de personnes. Ils n'avaient jamais vu de chevaux. Ils n'avaient jamais vu non plus d'armure, de casque. Ils ignoraient la poudre, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un canon. Et quand ils voyaient les hommes monter sur leurs chevaux, ils avaient le sentiment que c'était un seul être indissociable. Donc tout ça pour eux, c'était très étonnant. Même les chiens, les gros molosses qu'avaient les Espagnols, ils ne les avaient jamais vus. Nous arrivons à la Antigua Veracruz. C'est ici que les Espagnols s'installent à partir de 1525. La Antigua Veracruz, c'est le tout premier village fondé par des Européens sur le continent américain. Aujourd'hui, la fierté du village, c'est cette maison, appelée la Casa de Cortés. Un lieu énigmatique.
en réalité la plus ancienne maison coloniale du Mexique. Depuis quelques mois, elle est au cœur d'un important projet de restauration dirigé par un ami de Nadine, l'architecte Flavio Salamanca. Bonjour Nadine, comment ça va? Ça me fait un grand plaisir de te revoir. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Oui, ça va être en train de faire la consolidation des murs parce qu'ils sont déjà presque 500 ans, enfin 5 siècles, qui ont été debout. Et là, votre objectif, c'est de conserver ces... Conserver la ruine. La ruine, c'est vraiment quelque chose qui est plus belle qu'un monument. Parce qu'il y avait Auguste Rodin, on lui a demandé à Auguste Rodin, le sculpteur, « Maître, qu'est-ce qui pourrait être plus beau qu'une œuvre d'art » Il a répondu « La ruine d'une œuvre d'art ». Ah, bah alors ça, c'est exact ça. Bien Nadine, parce que... Oui. Les historiens pensent que cette maison était un poste de douane servant de relais entre l'Europe et le Mexique. Sa particularité, elle est en partie construite avec des briques. À l'époque, c'était la première fois qu'un tel matériau était utilisé au Mexique. Et c'est le lieu des premières fois, en fait. C'est une première maison, première utilisation de la brique. Oui, puis on peut dire aussi première invasion par un arbre américain d'une maison espagnole. L'arbre, ça se met dessus du mur, et sur les côtés, ils descendent les racines. Alors ça les soutient. Donc si on les enlève, les murs tombent. Oui, les murs tombent, certainement. C'est très fibreux, donc ça s'incruste dans les fissures et ça consolide les fissures. C'est ça. En septembre 2010, un violent ouragan a brisé une partie des arbres et a fragilisé la maison. Pour Flavio, ce chantier de restauration est désormais une priorité. Et en la matière, il n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques années, Flavio a travaillé sur cet autre bâtiment emblématique du village, la chapelle du Rosaire. C'est les systèmes constructifs qui sont amenés les Espagnols, que par la première fois, ils ont fait la voûte couverte. Oui. Et les Indiens de l'époque, ils ne connaissaient pas cette façon de construire. Alors quand ils ont vu les dômes, ils ont vu que c'était costaud, que c'était tout ça, ils ont été vraiment enchantés, très étonnés. Mais cette chapelle, c'est avant tout un symbole. C'est en effet la première église de tout le continent américain. Hernán Cortés avait un but ici. Il était assez stupéfait de découvrir tous ces temples où il y avait des traces évidentes de sacrifices humains. Donc il a commencé par une grande éradication, par faire une grande table rase de toutes les idolâtries et les temples qui étaient aux alentours. Et pour marquer, si vous voulez, la présence de l'Espagne, donc d'un peuple chrétien catholique en Amérique, il a fait construire cette chapelle. Donc Veracruz, ça veut dire ça. On implante la croix. On implante la vraie croix, on apporte la vraie foi. À l'intérieur, la décoration est modeste. De simples murs peints, ils ont été restaurés par Flavio, qui leur a redonné leur couleur d'origine. Sur le mur, un crucifix a été accroché, une image pourtant interdite à l'époque de la conquête. On ne fait pas de crucifix, on ne garde que le symbole de la croix. Le symbole du martyr. Mais on ne représente pas le Christ sur la croix. Ça, c'est beaucoup plus tardif. Il ne fallait pas montrer un Christ saignant, parce qu'il venait d'empêcher, par l'idolâtrie, de faire des sacrifices humains. Alors il ne pouvait pas leur dire non, il faut interdire les sacrifices humains. Et de l'autre côté, il promulguait un Christ qui était plein de sang. En tout cas ici, c'est le point de départ finalement. Disons que c'est le point de départ, mais c'est surtout en quelque sorte un banc d'essai. On va voir comment ça prend, comment ça se passe, comment ça marche. C'est un petit banc d'essai finalement modeste, c'est une petite chapelle modeste, beaucoup plus modeste que le seront par la suite les églises, le monastère des franciscains. Mais avant d'évangéliser le pays, Cortés doit le soumettre par les armes. À partir de 1521, il assiège Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque.
Le combat est inégal. En quelques semaines, la ville tombe aux mains des Espagnols. Le Mexique devient une vice-royauté, la Nouvelle-Espagne, avec Mexico pour capitale. Aujourd'hui, la ville moderne est l'un des symboles les plus emblématiques de la conquête. Le témoignage d'une rencontre entre deux cultures. Voilà pourquoi son histoire est racontée sur les murs du Palais national, au cœur même de Mexico. C'est ici, dans ce lieu hautement symbolique, que le célèbre peintre Diego Rivera a choisi de fixer une œuvre magistrale qu'il réalise entre 1929 et 1935. Il a peint 450 mètres carrés de fresques ici, dans le Palais national, pour montrer au peuple mexicain, pour leur enseigner leur histoire. Donc il y a une dimension didactique, et c'est ça le vrai pouvoir de l'image, c'est d'enseigner l'histoire à travers la peinture, la tradition de la fresque, qui est une tradition pluriséculaire. C'est un moyen de communication, c'est un outil de communication et de transmission des savoirs et des connaissances. Peindre des images pour transmettre la connaissance. Une tradition héritée du Mexique ancien. Les peuples préhispaniques transmettaient leurs connaissances en images dans des livres qu'on appelle les codex. Réalisés avec de larges bandes de papier ou de peau, ces manuscrits fascinants ont presque tous été détruits. Alors Cortés voyait dans les livres des Indiens des images du diable et il a fait brûler, en 1524, il a fait réaliser le plus grand auto-da-fé jamais réalisé et il a fait brûler tous les livres, les codex, les généalogies, les cartes dont disposaient les Indiens. Il détruit des images et donc il veut détruire une culture. Oui, parce qu'il y a les codex, mais il y a aussi les idoles, les temples, tout est mis à bas, rasé, c'est la politique de la table rase. Et du reste, Rivera, d'une certaine manière, ressuscite, redonne vie à la culture de l'image à travers ces fresques qu'il dit aux Mexicains d'aujourd'hui. Voilà, les Espagnols ont fait cela, ça c'est votre histoire. Hein? Parce qu'on vous a volé votre histoire par les images en 1521, au moment de la conquête, là, c'est une manière de la leur rendre. En 5 ans, la quasi-totalité des territoires qui composaient l'Empire aztèque est sous domination espagnole. À partir de 1524, les ordres religieux arrivent d'Europe pour évangéliser les populations indiennes. Dans tout le pays, ils vont construire de nouveaux lieux de culte. Il y a de très belles histoires sur l'arrivée des franciscains. D'abord, les franciscains, par exemple, sont un peu un modèle pour les Indiens. Ils ont un mode de vie qui est très proche de celui des Indiens. Ils n'ont pas d'argent, ils ne vivent que de l'aumône. Et il y a un des frères que les Indiens même vont appeler le pauvre, le limble, parce qu'il est tellement pauvre qu'il se retrouve en haillons. Et les Indiens lui proposent de lui refaire un vêtement et ils l'appellent Motolinia, celui qui est pauvre comme eux. En compagnie de Nadine, nous partons à une centaine de kilomètres au nord de Mexico, dans la ville d'Actopan. Ici, vers le milieu du XVIe siècle, les religieux érigent un monastère. Sa principale caractéristique, c'est cette chapelle ouverte, un lieu spécialement consacré à l'évangélisation des populations indigènes. Il faut
que ce soit monumental, impressionnant, il faut que ça attire, que les places soient dégagées. Donc que ce soit un lieu qui attire les populations indiennes. Il faut leur donner aussi l'espace pour qu'ils viennent là. Il faut leur donner l'équivalent, en quelque sorte, des sanctuaires qu'ils ont dû abandonner. Avec 17 mètres de hauteur, les dimensions de cette chapelle ouverte sont uniques au Mexique. Au mur, de grandes fresques représentant quelques-uns des épisodes de la Bible. Ici, par exemple, Adam et Ève, ou encore le déluge et l'arche de Noé. Comme le faisaient les civilisations préhispaniques, les religieux vont se servir de l'image pour enseigner la nouvelle foi. C'est un lieu étonnant à plusieurs titres. D'abord, c'est la plus grande chapelle ouverte de tous les monastères créés par les ordres mendiants au début du XVIe siècle. Donc c'est vraiment un lieu qui permettait de recevoir énormément de monde, d'indigènes donc que l'on allait évangéliser, endoctriner. Puis vous voyez, il y a toute cette grande place que l'on pouvait également investir. Parce qu'il faut vous imaginer cet endroit rempli d'enfants qu'on va catéchiser, auxquels on va enseigner le catéchisme, les préceptes de la foi. Ils sont tous assis, parfois ils ont des petits bancs dans cet endroit, les enfants, les adultes. Et il y a un religieux qui est en chair et qui est véritablement lui-même un spectacle. Alors qu'est-ce qu'il va enseigner? De la main gauche, par exemple, il sensibilise son auditoire et il les rassemble vers lui, et de la main droite, il enseigne des images. Et ce qui est montré va terrifier les Indiens. Sur le mur de gauche, une vision de l'enfer avec les terribles supplices promis à ceux qui restent attachés aux anciennes pratiques. Alors parmi les supplices se trouve le supplice du feu, de la grille, de l'extirpation des entrailles. On condamne aussi les Indiens idolâtres et anthropophages, donc ils sont condamnés à être eux-mêmes découpés et consommés en petits morceaux. Alors que du côté des élus, on trouve les Indiens qui ont renoncé aux idoles et aux temples, un Indien qui s'éloigne du temple et qui suit la nouvelle foi, la foi des chrétiens. En tout cas, on représente ceux qui sont les élus et ceux qui sont les damnés en disant voilà, vous étiez dans l'erreur, les damnés sont ceux qui ne suivent pas la vraie foi. Si vous êtes les élus, donc si vous participez à la construction de ce nouveau mode de vie, à l'image de vos chefs, de vos caciques, eh bien vous aurez la vie éternelle. Privés de leur temple, de leurs repères, les Indiens se convertissent massivement à la nouvelle religion. Le territoire est conquis, les âmes évangélisées. Il faut désormais organiser la vie économique de la Nouvelle-Espagne. En compagnie de Nadine, nous poursuivons notre route dans les grands espaces mexicains. Nous partons à proximité de la ville de Lagos de Moreno. Lui, c'est Pancho Cermeño. Il est éleveur de chevaux. Nous sommes ici chez lui. Aquí tiene la yeguada, la Satalusa. ¿Cuántas yeguas tienes aquí? Son 25 yeguas. Son bellísimas. Voici les terres de la famille Cermeño. Un immense domaine d'environ 2500 hectares dédié à l'élevage. Et au cœur de ce domaine, une demeure exceptionnelle. Ya llegamos a tu casa. Llegamos a su casa. La maison de Pancho est une authentique hacienda mexicaine, conservée quasiment intacte depuis sa fondation au début du XVIIe siècle.
Pancho a grandi dans cette maison et aujourd'hui il se bat pour entretenir et préserver ce véritable trésor. A la casa. Ese es tu taller. Es el taller donde se fabrican las cosas que hacemos aquí. De cuero. El patio central de la casa. A mi abuela le gustaban mucho los árboles frutales. Sí. C'est très rare de trouver des vieilles haciendas aussi belles, aussi préservées. On a l'impression d'être au XVIIe siècle. L'histoire des haciendas débute au lendemain de la conquête, lorsque le roi d'Espagne récompense ses meilleurs soldats en leur offrant de vastes domaines. À l'origine, les Espagnols sont dotés de terre, mais ils ont des troupeaux, ils ont des bergers, c'est tout, mais ils ne vivent pas sur place. Donc le fait de vivre sur place, de faire une résidence au centre de ces propriétés rurales, de ces domaines, parfois même de très grands domaines, est vraiment un phénomène du XVIIe siècle. Et donc l'hacienda devient synonyme au Mexique de la maison et ses terres, d'un mode de vie aristocratique. Ces grands domaines participent au développement économique du Mexique et feront la fortune de leurs propriétaires. Symbole de réussite, la chapelle privée. Ah, es muy grande. Aquí había 45 familias que dependían de la hacienda y dependían de ella 300 personas. Les riches familles de la Nouvelle-Espagne font de leurs haciendas de véritables villages. Esta hacienda tenía en su tiempo herrero, carpintero y maestro. Mi abuelo siempre se preocupó mucho por la educación. Pancho est lui-même le descendant d'une grande famille de conquistadors. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Une famille qui se réunit chaque dimanche au cœur de l'hacienda. Aujourd'hui, certains ne sont pas venus à cause de la pluie, mais d'ordinaire, ils sont une trentaine autour de cette table. C'est une grande famille. Une très grande famille. Parce que vous savez, les plus anciens documents concernant cette hacienda remontent à 1600 et quelques. Et c'est toujours dans la famille depuis cette époque. Elle n'a jamais changé de propriétaire depuis que la conquête du Mexique a permis à certaines personnes d'obtenir des concessions de terre. Et l'une de ces concessions a été accordée à la famille Cermeño. 4 siècles d'histoire et autant de souvenirs. Pancho nous conduit maintenant dans l'un des lieux les plus étonnants de l'hacienda. Vamos al rebozo. Sí. Vamos. Wow. Este es el sillero. Enorme. Es un lugar de muchas memorias, con mucho sentimiento. Aujourd'hui, c'est la sellerie, mais sur les murs, la grande saga familiale des Cermeño se raconte. Es gigantesco. ¿Qué era antes? Era una troje donde se guardaban maíz. Se restauró y ahora es el rincón del rebozo. El rebozo es un caballo. Ah, es un caballo. La pasión por el caballo siempre ha sido grande. Ils ont conservé l'hacienda depuis le XVIIe siècle, donc c'est vraiment un lieu exceptionnel. On pourrait dire que c'est le rebozo archéologique ici, cette espèce d'histoire qui s'accumule comme ça, qui est partagée par tout le monde, qui laisse une mémoire aux petits qui viennent. Mais vous voyez aussi, c'est un lieu où vraiment les animaux ont toute leur importance. C'est-à-dire que ce n'est pas les individus seuls, c'est les individus avec leurs animaux, leurs chevaux, leur art de vivre qui sont ici dans cette pièce. C'est très émouvant. Cette passion se transmet de génération en génération depuis près de 5 siècles.
Ces cavaliers sont des héritiers des charros, les hommes chargés de garder le bétail au temps de la Nouvelle-Espagne. Les charros sont à l'origine d'un art équestre remarquable devenu aujourd'hui sport national, la charrería. La compétition comporte 9 épreuves au cours desquelles les charros démontrent leur qualité de cavalier, leur talent de dresseur ou encore leur habileté au lasso. Voici Juan Cermeño, le cousin de Pancho. Il entraîne les chevaux pour les compétitions de charrería. C'est également un grand champion. Juan passe la plupart de son temps dans le manège pour s'entraîner et dresser les chevaux qui lui ont été confiés par les propriétaires. Sa spécialité, la cala de caballo, ou l'art de freiner à la voix un cheval lancé en plein galop. À l'origine, la cala de caballo se pratiquait entre les patrons de ranch, les grands propriétaires, afin de prouver lequel possédait le meilleur cheval. Le mien fait des tours comme ça, le mien comme ça. C'est une démonstration pour montrer qui dirigeait le mieux sa monture. Et aujourd'hui, c'est devenu un sport de compétition. Il faut environ 3 ans pour dresser un cheval et pour le diriger avec un seul doigt. La façon de tenir les rênes est très particulière pour nous autres les charros. Nous dirigeons les rênes avec le poing serré, soit à hauteur du nœud, soit en les tenant de cette manière-là, mais jamais avec les deux mains. Les deux rênes doivent être réunies dans une seule main, et le cheval doit obéir et tourner en même temps que tu tiens les deux rênes ensemble. Cette posture, c'est la marque de fabrique des charros. Mais s'ils tiennent les rênes d'une seule main, c'est uniquement pour pouvoir de l'autre manipuler un accessoire indispensable, le lasso. Aucune autre culture ne manie le lasso comme nous le faisons. C'est ce qui nous distingue le plus. Dans beaucoup de cultures, on conduit les chevaux, on s'occupe des troupeaux et on utilise le lasso comme chez les gauchos par exemple. Mais ils ne maîtrisent pas le lasso comme nous. C'est ce qui nous distingue le plus des autres cultures. Aujourd'hui, les haciendas comme celle de la famille Cermeño ont pratiquement disparu. Au lendemain de la révolution mexicaine de 1910, un grand nombre d'entre elles ont été démantelées et les terres en partie redistribuées aux paysans des villages environnants. La plupart de ces magnifiques propriétés sont aujourd'hui reconverties en hôtels de luxe. Une reconversion indispensable pour sauver ces domaines qui comptent parmi les plus somptueuses réalisations de la Nouvelle-Espagne.
À environ 300 km des terres de la famille Cermeño, la ville de Zacatecas. Elle est réputée pour ses mines d'argent qui ont fait la fortune de la Nouvelle-Espagne. Zacatecas est construite de toutes pièces par les Espagnols qui vont importer dans ce nouveau monde un style architectural hérité du vieux continent. Les couleurs sont belles, il y a une belle harmonie de jaune, de rose, d'ocre. On est vraiment dans un univers complètement espagnol où on reproduit les modes de vie sur les places, à l'extérieur, dans les palais, avec les cours intérieures, etc. Et on est donc dans un monde, oui, c'est l'Espagne. On est en Espagne. Grâce à l'argent des mines, les Espagnols décorent les façades des bâtiments et embellissent la ville. Les plus riches se montrent généreux avec l'Église. Une générosité qui permet l'apparition au début du XVIIe siècle d'une nouvelle forme artistique, l'art baroque. La cathédrale de Zacatecas, achevée en 1752, en est une superbe représentation. L'art du baroque, c'est l'art de la verticalité. Le but du jeu, c'est que tout l'espace soit envahi et qu'on ait le sentiment que ça va nous tomber littéralement dessus. L'idée, c'est d'envahir la pensée, d'envahir l'esprit. On est dans l'ultra baroque. On est envahi par l'image et par les thématiques, puisque c'est un retable à visée didactique aussi. Le baroque transforme radicalement le paysage mexicain et près de 400 ans après son apparition, il continue d'influencer les artistes. La ville de Zacatecas a justement invité l'un d'entre eux à exposer à côté de la cathédrale. Javier Marín est l'un des sculpteurs les plus doués de sa génération. C'est impressionnant là. Ah oui, c'est énorme. Un visage gigantesque en bronze, finalement assez baroque lui aussi, même si c'est de la sculpture contemporaine. Ça c'est baroque. Bah finalement oui. Pourquoi? Parce que ça part dans tous les sens, parce que c'est exubérant, parce que les formes sont des volutes, etc., enchevêtrées les unes dans les autres. Donc ça a un aspect, oui, baroque. Ça va très bien avec la cathédrale de Zacatecas. Es bellísimo, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta? Sí, nada más estoy esperando que le quiten el plástico para verle la boquita. Está casi lista. Sí, tiene labios muy gruesos. Muy gruesos y la forma de la boca que recuerda mucho la escultura olmeca. Muy sensual. Les Olmecs, la plus ancienne civilisation préhispanique, est l'une des sources d'inspiration de l'artiste. Mon travail a à voir avec mon environnement quotidien. Je pars de ce qui m'arrive tous les jours, en ce moment en 2010. Si ça évoque certaines époques du passé, c'est parce qu'il y a forcément un peu de cet héritage en nous. Avec le baroque se développent de nouveaux savoir-faire. Parmi eux, l'art des talaveras, ces faïences multicolores qui recouvrent le sommet des églises. Nous partons à Puebla, l'une des plus belles cités du Mexique. La ville est célèbre pour ses églises baroques. Ici, pas un dôme qui ne soit recouvert de talavera. Puebla, c'est l'histoire d'une utopie. Celle des franciscains qui, en 1531, projettent de bâtir une cité nouvelle où Espagnols et indigènes vivraient en harmonie.
L'utopie fait long feu, mais la ville se développe rapidement. Les arts et la culture y sont florissants. C'est à Puebla que l'art des Talaveras a connu ses plus belles réalisations. Un savoir-faire unique, détenu par une poignée d'initiés. Pour les trouver, il faut pousser la porte de l'un des derniers ateliers de Talavera de la ville. Nous y retrouvons l'architecte Flavio Salamanca. Il vient chercher ici les Talaveras dont il a besoin pour son futur chantier. Qu'est-ce que vous en pensez, Flavio? Moi, ce que je pense, c'est que c'est très bien. Enfin, c'est très adéquat du point de vue de la qualité. Moi, je vois que c'est vraiment du costaud. C'est tout ce que j'ai demandé, c'est de faire de la même épaisseur. À moi, il me convient très bien, cette épaisseur-là, parce que c'est plus résistante, n'est-ce pas? Et heureusement, ici, on trouve qu'on peut la fabriquer avec les mêmes méthodes qu'on avait auparavant et tout ça, parce que c'est vraiment un patrimoine, je dirais, non? Adelante, pásalo. Angélica Moreno est celle qui a créé cet atelier. Son histoire, c'est un peu un conte de fées. Elle est secrétaire quand elle se passionne pour les Talaveras. Il y a une vingtaine d'années, elle décide d'en apprendre la fabrication étape par étape. Donc ici, c'est le préparateur qui reçoit les pièces en terre cuite. Il les nettoie, il enlève la poussière et là, il vernit les céramiques. Avec ce procédé, il y a 7 étapes. Et si une seule étape est mal faite, tout est gâché. Vient ensuite le temps de la décoration. Un pochoir permet de poser les contours des motifs à réaliser. Angélica a ouvert son propre atelier en 1995. Aujourd'hui, c'est une référence. La base de son succès, le respect des techniques originales. Mais quand il faut faire 4000 pièces comme ça, bah alors c'est quand même du boulot. Hein. C'est ça le problème. Mais le plus étonnant, ce sont les couleurs. Des pigments d'origine minérale. Rien que du naturel. C'est la différence entre une talavera ou une céramique. Les céramiques sont réalisées avec des couleurs industrielles déjà prêtes. Ici, tout est fait de manière artisanale, par l'oxydation. Les artisans de l'atelier disent qu'ils peignent à l'aveugle. Car en réalité, c'est le feu qui va révéler les véritables couleurs des Talaveras. C'est le seul lieu au Mexique où l'on suit rigoureusement le procédé. Le seul lieu au monde. Et voici le résultat après cuisson. Des couleurs éclatantes que les riches colons de la Nouvelle-Espagne vont décliner dans les objets du quotidien. Direction Veracruz, où l'architecte Flavio Salamanca doit rejoindre son grand chantier de restauration. Comme toute la culture venue d'Europe, c'est par le port de Veracruz que les Talaveras arrivent au Mexique. La cathédrale en témoigne, le dôme est recouvert des célèbres faïences. Flavio restaure l'ensemble du monument, mais aujourd'hui, il débute l'intervention sur les Talaveras. Ils sont en train d'enlever ce qui était la partie plus ancienne, parce qu'il faut le refaire tout. La coupole, il faut faire le revêtement tout complet, avec un dessin qui soit exactement celui qu'il y avait auparavant, il y a 250 ans. Et ça, c'est l'original? Ça, c'est l'original, oui, celle-ci, c'est l'original. Et celle-ci, c'est quelque chose qu'on l'a mis après, parce que certainement, il a dû de l'humidité ici, alors tout s'est séparé, alors il a fallu remettre, mais ils ne sont plus trouvés la même exactement. Alors ils ont mis ça. C'est moche, c'est pas joli. Peut-être celle qu'on va mettre, il va durer un peu plus de temps. Alors, ça, je vous dirai dans 2 siècles et demi.
Le dôme en talavera n'est pas la seule originalité de cette cathédrale. Pour la restauration, Flavio a travaillé avec des matériaux tout à fait inattendus. Là, il y a une chose là qui est vraiment remarquable, qui est la pierre avec laquelle a été construite, a été bâtie cette église. Cette pierre, c'est du corail de la mer, comme vous le voyez. Alors vraiment des formes qui sont vraiment très belles. Et ils l'ont fait comme ça parce qu'aux alentours de Veracruz, il n'y en a aucune carrière de pierre dure qui puisse être exploitable. Alors il fallait aller dans la mer justement pour chercher des barrières du corail. Ils les ont pris tous et avec ça, ils ont construit la cathédrale. Regardez comme ça, on dirait une plante. Ça, c'est vraiment beau. Et c'est dur comme une pierre, voilà. C'est ce qui est bien. Alors c'est vraiment unique dans le monde parce qu'une église qui a été construite à base du corail, alors il faut le faire, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'est un bijou, c'est un grand bijou architectural du XVIIIe siècle. Et au Mexique, des chefs-d'œuvre architecturaux, on en trouve presque à chaque coin de rue. Pour la dernière étape de ce périple mexicain, nous rejoignons l'historienne Nadine Belligan sur la route des plus belles églises du Mexique. Ici, même dans les villages les plus modestes, elles impressionnent par leur richesse. Et contre toute attente, nombre d'entre elles sont l'œuvre des Indiens eux-mêmes. Au XVIIIe siècle, alors que la Nouvelle-Espagne vit ses dernières heures, ils s'emparent de l'art baroque et créent des édifices hors du commun. Et le joyau de cet art indigène, le voici. L'église Santa Maria à Tonantzintla. Tout l'espace est complètement peint, envahi. C'est un jardin polychrome, un cosmos plastique. Qu'est-ce que ça représente exactement? Alors justement, ça représente un paradis. Ça représente le paradis indigène qu'on appelle le Tlalocan, donc le paradis de Tlaloc, un paradis de végétation, de pluie, d'abondance. Bon, là, l'évangélisation est passée. L'art baroque a fait ses preuves dans les églises espagnoles et créoles. Et les Indiens s'approprient ce savoir-faire, cet art, et redécouvrent, ressuscitent toute leur vision à eux de ce qu'est leur paradis. Donc là, on pourrait dire qu'ils s'éclatent. Un paradis de stuc peuplé d'angelots. De ces figures naïves, surgit tout l'ancien monde. Là où on voit évidemment que c'est un art indigène, c'est dans les motifs qui sont représentés. D'abord les fruits. Par exemple, sur cette colonne, on représente successivement des piments, du maïs, des représentations de bananes, donc des fruits essentiellement indigènes, le maïs étant ici l'élément dominant. Et surtout, ce qui est très émouvant ici, c'est que tous ces petits personnages qui sont représentés sont bien des personnages indigènes. Donc ici, on a toute la preuve de la foi, de la dévotion des fidèles indiens vraiment complètement christianisés et qui se représentent eux-mêmes. Enfoui sous le tumulte de la conquête, l'héritage indigène revient à la lumière. Les Indiens se sont appropriés les images des missionnaires pour en proposer de nouvelles. Utilisant les mêmes procédés que les conquérants espagnols, ils offrent, à travers l'art et l'architecture, le témoignage d'un Mexique métissé. En 1810, le Mexique s'affranchit de la couronne espagnole et accède à l'indépendance. Depuis,
le pays se construit une identité aux multiples influences. Un chemin long et complexe. Mais après 2 siècles d'existence, la République mexicaine reste un jeune État riche de près de 3000 ans de civilisation. Voilà, nous sommes de retour sur la grande place de Mexico, le Zócalo, qui est le berceau historique de la ville et même du pays, puisque vous l'avez compris, c'est ici que les Aztèques puis les conquistadors espagnols ont fondé leur capitale. Plusieurs siècles après, eh bien, ce lieu est toujours le cœur, le berceau, le symbole de l'identité nationale mexicaine. J'aimerais vous donner des nouvelles des archéologues que Reynald Merien a suivis dans ce film Trésor du Mexique. Sergio Gomez a poursuivi ses investigations dans le tunnel dont il a pu percer l'entrée. Un travail long et minutieux qui devrait aboutir d'ici 2 ans à la découverte de la chambre funéraire située, selon lui, sous le temple du serpent à plumes. Concernant Dominique Michelet, après avoir consacré 10 ans de sa vie au projet de Rio Bec, eh bien, l'archéologue s'intéresse désormais à un autre site maya de l'autre côté de la frontière, cette fois-ci au Guatemala. Quant à Grégory Pereira, après la découverte du crâne sur le site Tarasque, il a pu faire des analyses qui ont confirmé ses premières impressions. Le squelette est celui d'un enfant âgé de 3 ans. La prochaine campagne de fouilles devrait débuter en octobre prochain. Avec Patrick Charles, Isabelle Richard et toute l'équipe des Racines et des Ailes, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 3. Merci, bonsoir et à très bientôt.